Madame, Monsieur, rebonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Futurs Médias. Comme annoncé, nous sommes avec Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, homme politique français, député de l'Essonne et président du parti Debout la France. Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en visite au Sénégal. Vous venez de boucler 5 jours de visite. On va revenir sur le contexte qui est très particulier, mais d'abord, qu'est-ce que vous avez retenu en 5 jours au Sénégal? Tellement de choses. Oui. D'abord, je suis venu pour écouter les acteurs de la crise politique qu'il y a eu, parce que j'entendais beaucoup de choses à Paris. Et je me suis dit, plutôt que de parler comme beaucoup, sans connaître, sans comprendre, sans écouter les différentes parties, et donc je suis venu et c'était très intéressant parce que j'ai entendu plusieurs candidats à la présidentielle, certains qui ont été recalés, d'autres qui ont été... Vous avez entendu plusieurs sons de cloche? Beaucoup de sons de cloche. Oui. J'ai même été reçu par le président de la République, par le Premier ministre, donc j'ai pu entendre à peu près tous les sons de cloche. Oui. Et j'ai eu le sentiment, heureusement, d'arriver dans une phase d'apaisement, où, je l'espère, il y aura une élection prochaine. Et en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez un trésor si rare sur le continent, qu'est la démocratie. Et sans donner de leçons, parce que moi je ne suis pas là pour donner des leçons, mais ce trésor, vous allez le faire vivre et puis on va voir celui qui va gagner. Mais j'ai le sentiment que la crise s'apaise et qu'un compromis semble être trouvé. Donc ça va être le Conseil constitutionnel qui tranchera dans quelques jours, je crois. Oui, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Je rappelle quand même que vous êtes homme politique français, plusieurs fois candidat à la présidentielle de votre pays, notamment en 2012, 2017 et 2022, et peut-être à la prochaine, n'est-ce pas? Peut-être bien. On verra. Oui ou non? On verra. On verra bien. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de cette crise concrètement? J'ai retenu que la démocratie, en France c'est pareil, c'est toujours fragile. J'ai retenu que ça dépendait des hommes au sens large, des hommes et des femmes qui sont là. J'ai retenu que le Sénégal avait à la fois un essor très important et des futures richesses gazières, mais qu'il fallait absolument un effort productif pour donner du travail à toute cette jeunesse. Un pays très jeune. Pour nous, Français, on est surpris en arrivant de toute cette jeunesse et de l'absolue nécessité d'un développement solide. Et je le dis parce que ça fait des années, à la campagne présidentielle de 2017 en France, j'étais le seul à parler avec des confrères à vous qui me regardaient bizarrement du développement de l'Afrique. Parce que si le continent ne se développe pas bien, eh bien, on ne résoudra aucune des crises qu'il peut y avoir entre la France et le continent. Et je suis convaincu qu'il peut y avoir, on a une langue en partage, on est proche, il peut y avoir de nouvelles relations et j'aimerais que les Français le comprennent, les dirigeants français, qu'ils n'aient pas des paroles malheureuses, qu'ils viennent, comme j'ai fait, écouter, qu'ils essayent de comprendre, qu'ils disent aussi la vérité parce qu'on est des amis et dans des amis il doit y avoir de la franchise. La France ne peut pas être le bouc émissaire de tout, même si elle a eu ses torts. Donc, bref, il faut inventer une nouvelle relation. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment, par exemple, payer le juste prix des matières premières? Comment avoir des accords de libre-échange qui ne défavorisent pas l'Afrique? Comment créer des fonds souverains pour que vous vous réappropriez les matières premières face aux multinationales? On va reparler du développement en Afrique et de la renaissance de la relation entre l'Afrique, entre la France et le Sénégal, puisque c'est le terme que vous avez utilisé dans le tweet publié tout juste après votre rencontre avec le président Macky Sall. Donc je le disais, vous êtes au Sénégal dans un contexte très particulier de crise politique, où les partenaires économiques et politiques du pays montrent une certaine frilosité, ou à tout le moins demeurent dans une posture d'observation. Pourquoi ce momentum-là? Parce qu'il y a peut-être une inquiétude sur le déroulement des élections, mais je crois que là, en tout cas moi, je reviendrai à l'Assemblée nationale, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères, et je peux me tromper, mais en rassurant, parce que c'est absurde, c'est un pays dont on sent une maturité. Et j'ai vu tous les interlocuteurs, alors il y a leur prise de position publique, mais ça c'est le jeu, on a l'habitude, nous en France aussi. Et puis au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent bien s'entendre. Ce qui veut dire que pour vous, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bien sûr, il y a une crise. Vous allez partir rassuré, donc. Mais je pars plutôt confiant parce que j'ai vu un pays assez mûr politiquement. J'ai vu des dirigeants de parcours très différents qui se combattent, mais qui sentent bien qu'il faut cesser le combat organisationnel, qu'il faut aller aux urnes, qu'il faut qu'il y ait la parole. Le président va partir, il l'a dit. Donc je pense qu'il y a plus ce soupçon qui a été peut-être diffusé sur les télés occidentales, peut-être pour nourrir un peu la crise, ou du moins pour peut-être parce que je pense que
en Europe, on ne comprend pas que l'Afrique a besoin d'une voix indépendante. Et je pense que... Rappelons quand même que les faits, c'est que le processus électoral a été arrêté bien sûr. 10 heures avant le démarrage de la campagne électorale. Tout à fait. Ce n'est pas rien. Ça aurait été arrivé en France, je ne vous dis pas, le tohu-bohu. Pareil. Oui. Mais moi là, j'ai pas les clés. Je viens observer. Et j'ai le sentiment qu'on est en train de sortir d'une crise, que le président a dit clairement qu'il allait partir, qu'il a proposé une date, que le Conseil va trancher, qu'il y a un respect du Conseil, même s'il y a eu des accusations ici ou là. Oui. Bref, donc je pense que j'ai le sentiment, après moi je ne suis pas là pour dire ce qui va se passer, je ne suis pas apte à ça, mais en tout cas je repars confiant sur un pays qui a des institutions, une forte jeunesse, un développement énorme à venir, et qui attend de la France, je pense, un autre comportement. J'aime pas critiquer les autorités de mon pays à l'étranger, je ne veux pas le faire, mais les petites phrases, l'arrogance, tout ça c'est fini. Si la France ne change pas en Afrique, ça finira mal pour la France. Donc j'aimerais qu'elle change, j'aimerais qu'au lieu de donner des milliards en Ukraine, eh bien on abonde un fonds souverain pour que les Africains se réapproprient leurs matières premières. J'aimerais que la France ait une position un peu plus non alignée. Vous voyez, un peu comme l'était le général de Gaulle ou Jacques Chirac. Moi je suis gaulliste, je crois au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et vous savez, la France est prisonnière aussi des multinationales, des oligarques, des accords de libre-échange injustes. Et je pense qu'il faut libérer la France, on va en parler. Comme il faut libérer le Sénégal. Vous voyez que chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Vous avez votre discours souverainiste que vous avez même en dehors de la France finalement. Mais oui, parce que je suis souverainiste pour tous les pays. Oui, on va en parler. Et j'ai vu beaucoup de Sénégalais qui veulent défendre l'intérêt supérieur du Sénégal. On va en parler, je vous le promets. À propos de la crise au Sénégal, justement, que pensez-vous des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui a soutenu que le pouvoir sénégalais règle des comptes, des questions politiques en instrumentalisant la justice sénégalaise? Jean-Luc Mélenchon, je pense, ferait mieux de venir faire ce que j'ai fait, et je pense qu'il n'aurait pas prononcé ces paroles. C'est-à-dire que s'il avait fait ce que j'ai fait en écoutant tout le monde, parce que lui aussi instrumentalise un peu les événements de Paris. Et il a eu tort de dire ça. Je pense qu'il aurait gagné, parce qu'on gagne toujours quand on est étranger d'un pays. J'ai toujours une grande méfiance sur ceux qui, de Paris, s'expriment en jugeant de l'extérieur. Et je lui recommanderais de venir écouter les uns les autres, et je pense qu'il aurait eu des paroles plus mesurées. Voilà. Il a participé à une marche organisée à la place de la République en France par une coalition de l'opposition. Mais ça, c'est son droit. Mais vous, en 4 jours, vous pouvez mieux comprendre qu'un Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'est passé. C'est mieux qu'en restant à Paris dans son fauteuil et en manifestant. Voilà, parce qu'il faut écouter tout le monde. Moi, je ne suis qu'un modeste député qui vient écouter un pays que j'admire, qui est une démocratie, qui doit la préserver, qui a eu une crise, il s'est passé quelque chose de pas banal, et maintenant j'ai le sentiment que les forces politiques, quelles qu'elles soient, veulent aboutir, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils allaient trop loin, ça pouvait se casser. Et que quand on tire sur la corde trop, elle peut casser. L'amnistie, la date du 2 juin... voilà, j'ai le sentiment qu'on va plutôt vers une sortie de crise. Maintenant, j'espère. Bon, après, risque au Conseil constitutionnel de trancher. Oui, mais j'espère que le Conseil constitutionnel sera sage. En faisant quoi? En allant vers quelle direction? Je ne vais pas lui donner de conseils, je ne me permettrai pas. C'est pas moi. Déjà, les Sénégalais n'ont pas le droit de lui donner des conseils, alors c'est pas moi. Vous avez un avis, vous êtes venu en ami, comme vous le dites. Oui, mais mon avis, je le garde pour moi pour l'instant, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans. Par rapport à Jean-Luc Mélenchon et à la position de la France insoumise sur la crise sénégalaise, dans une interview au Monde en juillet dernier, le président Macky Sall a dénoncé une ingérence inadmissible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, je crois que les Français ont tendance toujours à se mêler des affaires intérieures et que c'est une sorte de néopaternalisme malsain. Voilà. Chacun chez soi. C'est à vous de gérer vos affaires. Après, s'il se passe quelque chose de très grave, c'est normal que la France dise un mot, mais pas de 2 poids 2 mesures. Parce que sur le continent africain, il y a eu du 2 poids 2 mesures de la France. C'est-à-dire que tout à coup, on s'accable à un chef d'État, après on en laisse un autre. Comme quand, par exemple Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis simplement qu'il y a eu du 2 poids 2 mesures. Regardez ce qui s'est passé en Guinée, regardez ce qui se passe au Tchad, regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso et au Niger.
Donc je crois que pour que les Africains respectent la France, il faut que en tout cas si j'étais au pouvoir en France, je m'astreindrais à parler moins, à ne surtout pas donner la moindre parole d'ingérence, mais de la même façon pour chaque pays, et de se mobiliser sur un partenariat économique pour permettre aux pays africains de retrouver leur souveraineté économique. Ça, c'est fondamental pour moi, parce que il faut que la jeunesse africaine puisse être propriétaire de ses ressources naturelles, puisse être rémunérée au bon prix, puisse avoir des industries de transformation. Et vous savez, il y aura toujours des troubles politiques s'il y a un mauvais développement. Et je crois que le développement économique de l'Afrique, l'Europe et la France ont une responsabilité particulière, parce que quand je vois que la France donne beaucoup d'argent dans l'aide au développement, 15 milliards par an, pas que pour l'Afrique, mais une grande partie, pour le monde, c'est beaucoup d'argent. Et est-ce que ces 15 milliards sont mieux utilisés pour aider à créer des richesses maîtrisées par les Africains, par les Sénégalais, voyez, et que la France ne soit pas le relais des multinationales, que la France soit l'incarnation de l'intérêt général. C'est ce qu'avait voulu faire Chirac à un moment, et De Gaulle et d'autres. Pas toujours réussi. Bien sûr. Mais je crois que la France doit être plus libre, plus indépendante, notamment des États-Unis, notamment sur le conflit en Ukraine. Ça me rend malade de voir que les États-Unis et l'Europe ont déversé 170 milliards d'euros pour un conflit fratricide. Pour vous le dites, il faut arrêter de financer l'Ukraine. Il faut arrêter de financer, il faut un cessez-le-feu, il faut un retrait des troupes russes. Mais il y a un compromis possible, et quand je vois cet argent pour acheter des armes américaines, il ne serait pas mieux utilisé dans des projets de développement, sincèrement. Quand vous parlez de renaissance des relations entre la France et le Sénégal, à quel moment elles se sont distendues? Je ne veux pas revenir sur le passé. C'est important quand même. Oui, mais parce que je suis pas, si vous voulez, moi je viens pas là pour dire... Je dis qu'elles se sont distendues parce qu'il y a des paroles malheureuses, parce que je crois que les Africains aimaient une France indépendante des États-Unis. C'est depuis quand? Depuis le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy? Ça a commencé, je pense, après le départ de Chirac, pour être clair. Et Chirac avait un amour profond pour l'Afrique, il n'a peut-être pas tout fait tout bien, mais le discours après, de Johannesburg... Après, on se rappelle des odeurs, voilà. Il y a eu, ça c'était une libération en France. Quand même, c'est important de le rappeler. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu le discours de Johannesburg, il y a eu des discours très importants, et il y a l'idée que si on n'a pas le développement en Afrique, il n'y aura pas de paix du monde. Et ça, je pense que la France doit reprendre le flambeau, qu'on doit arrêter les guerres fratricides, on doit essayer d'avoir un cessez-le-feu en Ukraine pour que cet argent, c'est quand même curieux quand même, il n'y avait pas d'argent pour les 100 milliards de DTS pour l'Afrique, et il y a eu 170 milliards comme ça pour acheter des armes. Il faut arrêter. Alors, désolé, je suis très carré là-dessus. Un mot encore sur les questions politiques. On va parler de l'immigration et du développement tout à l'heure. Mais Monsieur Dupont-Aignan, la France debout, donc votre parti en positionnement plutôt souverainiste, vous le réclamez, qui défend la sortie de l'espace Schengen et l'indépendance de la France, non seulement vis-à-vis de l'Union européenne, mais également des accords de libre-échange. Comprenez-vous au Sénégal des positions virulentes, France dégagiste, vous l'avez certainement entendu, comme celle de l'ex-PASTEF ou ailleurs dans la sous-région, notamment dans le Sahel, qui souhaite une distanciation avec la France. Comment comprenez-vous toutes ces questions? Je comprends qu'il y a un passé. Et ce passé laisse des traces. Mais je pense aussi, moi je suis né après la décolonisation, et vous encore plus. Je pense aussi qu'il ne faut pas faire de la France le bouc émissaire des propres faiblesses intérieures. Voilà. Les torts sont partagés, je dirais. Et quand on peut passer notre vie à se reprocher des choses, l'enjeu, c'est en tout cas que la France montre l'exemple en étant irréprochable, comme je vous le disais, pas d'ingérence, pas de poids de mesure, un vrai esprit de développement et de partenariat, parce que je pense que la Chine et les États-Unis veulent dominer le monde, veulent dominer l'Europe et veulent dominer l'Afrique, et cela partagé. Et je pense qu'un jour, si la France a un vrai discours serein, clair, je pense que beaucoup d'Africains se diront, finalement, est-ce qu'un partenariat avec la France pour nous éviter d'être mangés par les deux ne serait peut-être pas utile pour défendre aussi nos intérêts? Mais pour ça, il faut que la France propose un vrai projet. Un vrai projet, un vrai discours, c'est aussi reconnaître ses torts, comme l'a fait Emmanuel Macron en disant que la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais c'est évident. On est tous d'accord. Simplement,
Maintenant, quel est l'enjeu ? Que la colonisation est un crime contre l'humanité, vous êtes d'accord avec ça ? Mais on le sait. Oui. Bien évidemment, j'ai été à Gorée cet après-midi. Justement. Vous savez, quand on est là, on a beau tout savoir, tout avoir lu, ça vous prend aux tripes, on a envie de pleurer. Mais maintenant, quel est l'enjeu ? C'est de pas avoir un monde inhumain. Un monde où ce sont des grandes multinationales qui décident de tout. Vous savez, les Français ne peuvent pas dire Sénégal dégage, mais souvent on dit US go home, et puis n'ont pas voulu non plus être russes et chinois. Mais les Français disent stop immigration aussi. Aussi. On va en parler dans un instant, mais poursuivez. Mais ce que je veux dire, c'est que la France est aussi victime de cette mondialisation qui déchire les peuples, et qu'il ne faut pas tout fermer. Il ne s'agit pas de tout fermer, mais il s'agit d'avoir des barrières douanières minimum pour que vous puissiez avoir une agriculture vivrière qui fonctionne comme nous, nos agriculteurs sont en train de crever. En fait, il y a une mondialisation excessive, inhumaine. Eh bien, moi, je pense qu'il faut la réguler. Et ça peut se faire au niveau de l'Afrique, ça peut se faire au niveau de l'Europe, ça peut se faire dans des échanges nouveaux, ça doit être pensé, et qu'on ne doit pas laisser tout désorganiser. Ce que vous voulez dire, c'est que l'Afrique comme la France sont des victimes de la mondialisation ? Oui, tout à fait. C'est ce que vous voulez dire ? Oui, parce qu'en fait, les pouvoirs politiques n'ont plus d'influence sur le pouvoir économique. Le pouvoir financier, le pouvoir économique l'a emporté sur le pouvoir politique des États. Vous savez, les GAFAM, ce qu'on appelle, sont plus puissants que des États entiers. Ils veulent, vous avez vu la crise Covid. Google, Amazon. Vous avez eu la chance, vous n'avez pas été enfermés. Nous, on a été enfermés. Bon, pour financer l'industrie pharmaceutique. Donc, ce que je veux dire... Bon, après, avec des résultats quand même. On a eu des vaccins. Non, les vaccins, heureusement que vous ne les avez pas tous pris. Ça, j'ai mon opinion là-dessus. On voit les dégâts maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que les pouvoirs politiques et les démocraties peuvent encore dire leurs mots face à des intérêts financiers qui brisent le monde ? Moi, j'estime qu'il faut des puissances, il faut des entreprises, bien sûr, mais il faut que les États, les démocraties, les peuples puissent se faire respecter. Et ça vaut autant pour le Sénégal que pour la France. C'est ce discours souverainiste que vous partagez avec des États du Sahel, vous vous rendez compte ? Oui, tout à fait. Et que vous l'assumez. Mais je comprends. Ils ne vont peut-être pas obligatoirement dans la direction que je souhaiterais. Pour autant, je peux comprendre que des États veulent être maîtres de leur situation. Après, il faut le faire sérieusement. Et qui veulent dégager la France, on va le dire, voilà, un peu brut de décoffrage. Avec regret. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai un regret, parce que je pense qu'il y a eu des malentendus. Et moi, je ne vais pas critiquer mon pays à l'extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'en sortira pas sans un nouveau partenariat, parce que la France est un pays qui est aussi aimé, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui veulent aller en France, donc c'est qu'ils ne la détestent pas tant. Bien sûr. Et que moi, j'ai aussi le devoir de dire, ne faisons pas de la France le bouc émissaire de tout. Oui, c'est tellement vrai que la politique des visas est souvent décriée au Sénégal. Ça aussi, ça fait partie des points, en tout cas, que vous avez, que vous avez entendus, oui, par exemple, des complaintes que vous avez entendues ici au Sénégal. Et je l'ai entendu dans le monde entier. Et par exemple, je vais vous donner un exemple sur les visas. Je regrette, et je l'ai dit aux ministres différents des Affaires étrangères, qu'on est souvent privatisé par des sociétés privées la gestion des visas. Je trouve ça inacceptable. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne en main la question des visas, comme je voudrais que l'Agence française du développement soit à nouveau sous l'autorité du gouvernement, beaucoup plus. Voilà, qu'elle ne devienne pas une banque comme une autre. C'est important peut-être de rappeler que c'est la France et l'Europe tout entière qui se recroqueville. Il y a une droitisation aujourd'hui. Recroqueville pas. Oui, il y a une droitisation des politiques en Europe. Oui, mais il y a une droitisation. Partout, pourquoi ? La droite et l'extrême droite gagnent du terrain en Afrique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gouvernements précédents ne maîtrisent rien. Laissent rentrer des populations qui ont une vie de misère, qui sont exploitées dans des entreprises, ne régulent rien et se servent de l'immigration pour avoir une main-d'œuvre bon marché qu'on met dans des ghettos. Est-ce que c'est rendre service aux Africains qui viennent ? Non. Et moi, j'ai la franchise de le dire. On peut accepter une immigration, mais on doit la maîtriser. Et la France et l'Europe, en Europe, c'est les seuls endroits où les États ne maîtrisent pas leurs frontières. Vous allez au Maroc, il y a une post-frontière. Vous allez en Algérie, vous allez dans tous les pays. La France ne maîtrise rien. Eh bien, quand on ne maîtrise pas sa frontière, quand on ne dit pas qui peut rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer... Mais qu'est-ce que vous voulez dire en disant que la France ne maîtrise pas ses frontières ? La France n'a plus de frontières. C'est géré par une Union européenne qui veut une main-d'œuvre bon marché. Alors, voilà. C'est vraiment dangereux. Et moi, je veux
dire la vérité, la France doit retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire le contrôle de ses frontières, décider qui a le droit de rentrer, qui a le droit de rentrer. Alors Nicolas Dupont-Aignan, le Sénégal comme... Et le Sénégal pareil. Le Sénégal justement comme de nombreux pays africains connaît une recrudescence justement violente d'ailleurs de l'immigration clandestine. Vous avez vu ces drames en mer Méditerranée, nos jeunes meurent en mer, tout le monde s'accorde à dire en même temps que, et ça depuis des décennies, que le problème doit être résolu par l'Occident et l'Afrique en même temps. Et jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Pourquoi selon vous? Parce que on ne voit que les conséquences, on gère les conséquences et pas les causes. Alors attention, celui qui aura réglé le problème, non. Mais quand même, je vous dis que côté européen, il y a une grande hypocrisie. La commissaire à l'immigration dit qu'il faut 1 million de plus d'immigrés qui viennent. Et les États disent non. Donc c'est la cacophonie. Parce qu'il n'y a plus de démocratie en Europe, c'est une commission non élue qui dirige tout et les gouvernements sont baladés. Et donc ils ne sont plus crédibles. Et puis, c'est pour ça que vous voulez supprimer la Commission européenne. Ah oui, mais moi je veux la démocratie. Oui. Il n'y a plus de démocratie en France, il y a des commissions qui décident. Ça c'est une autre affaire, mais sur l'immigration, c'est un vrai problème. Je vous ai parlé du développement économique. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un développement productif, si vous importez tout de Chine et d'Europe et des États-Unis et d'ailleurs, vous ne donnerez pas un avenir à la jeunesse. Il y a la question de la transition démographique qui est fondamentale aussi. Alors c'est pas moi qui vais me mêler du nombre d'enfants que vous allez avoir, mais... Comme l'a fait Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Exactement. Mais en revanche... C'était une erreur? Écoutez, j'ai pas envie de polémiquer avec... Oui, mais c'est important quand même. Non, je vais vous dire. Parce que c'est des déclarations qui ont fait beaucoup de mal, comme la déclaration de Nicolas Sarkozy, ici même à l'université Charente-Dakar. Je voulais faire le contre-discours de Dakar. Oui. Je rêve d'aller dans une université un jour à Dakar pour leur livrer un discours différent, qui est le mien, sincère. Avec mes défauts, mes qualités. Et on ne sera pas d'accord obligatoirement. Mais au moins, ils auront en face quelqu'un de respectueux et de franc. Je reviens sur la question du développement. Vous avez un continent qui dispose de richesses extraordinaires, qui ne sont pas exploitées, qui n'a pas les financements pour le faire, et qui, quand elles sont exploitées, sont pillées. Je dis qu'il faut dire stop. Et là, la France, si la France redevenait la France pourrait dire, par exemple, au lieu de disperser notre aide au développement, pour faire plaisir à machin, truc et tout, pourquoi on ne crée pas, c'est mon idée que j'ai eue ici cette semaine, en venant, un fonds souverain qui serait maîtrisé par 2, 3, 4 pays d'Afrique et qu'on abonderait chaque année d'1 milliard, et après vous le gérez. 20 milliards d'euros 1 milliard d'euros, vous vous réappropriez les mines, vous les rachetez, vous les gérez dans l'intérêt des Africains. Ça, ce serait une mesure qui permettrait d'avoir des recettes, qui permettrait de construire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une idée toute fraîche que vous avez ici, que j'ai eue ici à Dakar. Oui, c'est une nouvelle idée que j'ai eue parce que je crois que c'est par l'échange qu'on peut avoir des idées bonnes pour les deux continents. Les deux continents, on a le même fuseau horaire. Le détroit de Gibraltar, il y a 14 km. Je l'ai vu en avion en regardant, je l'ai pris en photo. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, vous avez combien de Sénégalais en France ? 400 000 plus. Bon. Dans l'avion, il y avait des Sénégalais qui revenaient voir la famille, il y a des échanges. On ne va pas rester chacun prostré, méchant de France, méchant immigré. Enfin, il faut arrêter. Il faut repartir sur des bases claires. Et mon devoir d'homme politique français... Mais seulement, c'est la perception que nous avons, en tout cas, vu de l'Afrique, c'est la perception. Quand on vous écoute, vous et votre amie Marine Le Pen, c'est ce qu'on entend aussi. C'est ce qu'on vous fait croire. C'est ce qu'on entend. Mais si surtout. vous lisez le programme, en tout cas le mien, que je n'ai pas changé depuis des années, je veux que la France contrôle ses frontières, qu'il n'y ait pas d'anarchie en France. Stop l'immigration. Pas stop, j'ai jamais dit qu'on fermait tout. J'ai dit qu'on maîtrise. Ceux qui rentrent doivent être respectés, accueillis. On doit avoir les moyens de le faire. Mais en revanche, tout le monde ne peut pas rentrer, c'est pas vrai. Et de l'autre côté, on doit développer le pays d'origine. Parce que vous croyez que c'est bien de prendre les médecins d'Afrique ? Vous croyez que c'est bien de prendre les élites d'un pays ? C'est pas bien. Alors justement, parlant d'immigration... Arrêtons le jeu de rôle, que les gauchistes français sont très bons là-dedans, toujours se culpabiliser de tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Le Sénégal a le droit de défendre son pays, sa démocratie. La France a aussi le droit de le faire. Alors là, et on doit bien s'entendre à négocier des choses positives pour les deux. Nicolas Dupont-Aignan, la
dernière loi d'immigration en France, vous ne l'avez pas votée, vous vous êtes abstenu. Une loi immigration a été donc récemment votée en France pour contrôler ce sujet à enjeu majeur pour les droites dans votre parti, également dans la perspective des élections européennes de juin prochain. Vous la qualifiez, donc, cette loi de gigantesque mascarade. À partir de ce moment, quelle solution préconisez-vous? Une coopération économique, un durcissement des contrôles aux frontières, au départ et à l'arrivée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai déjà répondu. Oui. Je recommande, côté français, pourquoi cette loi je ne l'ai pas votée? C'est du cinéma, pour de la démagogie. Pour faire soi-disant plaisir aux Français. Mais la France ne maîtrise pas ses frontières, n'a pas le droit de les contrôler. Donc ça ne sert à rien. Donc moi je veux que la France retrouve le contrôle de ses frontières, qu'on ait la franchise de dire on n'acceptera pas plus de X personnes, parce qu'on ne peut pas, et ceux qu'on accueille, on les accueille bien. Et puis de l'autre côté, qu'on ait un vrai plan de développement économique, parce que je ne pense pas que les Sénégalais aient envie de vivre en France dans des ghettos. Ils ont envie de vivre au Sénégal. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui pourront venir pour des études, mais qu'il faut qu'après ils puissent revenir avec leur savoir, comme vous d'ailleurs. Vous m'avez dit avant l'émission, vous n'êtes pas resté journaliste en France, vous êtes revenu parce que vous aimez votre pays. Et donc, au nom de quoi on devrait piquer tous les médecins d'Afrique? Au nom de quoi on devrait continuer ce bazar qui crée des malentendus? Parce que les Français ne peuvent plus vivre dans leur pays correctement, en bonne intelligence avec ceux qui arrivent. Mais dans le fond, c'est aussi une politique protectionniste aussi, dans le fond. Non, c'est de la part de votre parti. Non, je crois qu'il faut... Et de Marine Le Pen, hein, puisque, rappelons-le, vous l'avez soutenu dans le passé. Bah, entre Macron et Le Pen, si on n'avait pas eu Macron, on n'aurait pas la guerre en Ukraine comme on l'a là. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'on peut ordonner les choses. Voilà. Qu'on peut les réguler avec de l'intelligence et du cœur. Une solution durable surtout aux crises migratoires, parce que vous le dites vous-même dans votre programme, aucun mur n'est capable d'endiguer les migrations clandestines. Mais bien sûr. Il faut un équilibre. Et je tiens toujours le même discours. Vous savez, quand je suis sur un plateau télévisé français, je dis plus de fermeté, plus de contrôle des frontières, mais attention, il faut un développement du pays d'origine. Sinon, on part dans le mur. Des deux côtés. Et on gagnera quoi? Et ce sera les Chinois et les Américains qui domineront le continent européen et africain. La Chine-Afrique dont vous dites que les pays africains courent le risque d'être dépendants dangereusement? Je dis que je comprends qu'un chef d'État africain face à une frilosité européenne choisit ses amis. Mais bien sûr, libre à vous. En revanche, je dis, attention à ne pas tomber dans une nouvelle dépendance qui serait aussi dommageable que les précédentes. Voilà. Et que ce serait une fausse issue. Et j'ai le devoir de le dire en ami. Parce que nous aussi, nous ne voulons pas, en tout cas moi, je ne veux pas tomber dans la dépendance à l'égard de la Chine et des États-Unis pour la France. Je veux une France libre. Voilà. Je ne me permettrai pas de dire que je veux un Sénégal libre. Ça, c'est à vous de le décider. Oui, bien sûr, nous aussi, nous voulons un Sénégal libre, je vous rassure. Alors, un mot sur la francophonie, Nicolas Dupont-Aignan. Quel avenir et quelle portée pour la francophonie dans une Afrique où le Sahel, vous le savez, tourne le dos, on l'a dit, à la France, mais qui compte tout de même le deuxième pays avec le plus de locuteurs du français, la RDC, tout à fait. Qui est en Afrique. Votre approche de la politique migratoire va-t-elle en cohérence avec un avenir pour la francophonie en Afrique? Oui. Parce que quand les choses sont organisées, ça m'intéresse. Quand les choses sont organisées, on sait à l'avance le nombre d'étudiants qu'on va pouvoir accueillir, d'où ils vont venir, et je revendique une préférence francophone. Voilà, moi je le dis carrément. J'estime qu'on a une langue en partage, et la francophonie, ça ne doit pas être un cimetière des hommes politiques dont on ne veut plus dans les pays francophones. La francophonie, ça ne doit pas être une organisation pour faire une organisation, pour avoir des privilèges. La francophonie, ça devrait être une priorité française, disant, voilà, les pays qui ont une langue en partage, on a un atout. Vous avez d'ailleurs beaucoup, je suis élu dans une circonscription, il y a 46 nationalités. Vous avez beaucoup d'immigrés venant d'Afrique qui aspirent à revenir dans leur pays. C'est vrai. Qui aspirent à faire des échanges. Donc ça, on devrait le travailler beaucoup plus. Et si la France ne travaille pas avec les pays francophones, et finalement c'est la même chose, pourquoi les pays resteraient francophones?
Donc il doit y avoir une prime à la francophonie. Et ça veut dire d'oser le dire, d'oser le faire, de dégager les budgets pour ça. Quand vous voyez l'état de la RDC, ce qui peut être fait de magnifique en RDC, et comme on a abandonné la RDC par rapport au Rwanda, je suis désolé de le dire, voilà, et je l'ai dit fermement à la Commission des Affaires étrangères, que nous avions été, je pense qu'il y a une nouvelle politique à mener vis-à-vis de la RDC, très clairement. Très clairement par rapport surtout à la guerre qui Bien se déroule sûr, là-bas. il est inadmissible de laisser le Rwanda attaquer la RDC, il est inadmissible de jouer faucheton là-bas, il faut un discours clair de défense de la souveraineté de la RDC, tout simplement. Et j'ai beaucoup regretté les paroles d'Emmanuel Macron qui est venu donner des leçons de souveraineté au président de RDC, alors que de l'autre côté... Qui c'est qui dit? Voilà, alors qui a que été réélu, de l'autre côté, on fait des câlins au président Kagame. du Rwanda. Il y a 2 poids 2 mesures de la France là-dessus, concernant cette crise. Et je pense que ça commence à changer, parce que j'ai vu que la position du gouvernement évoluait, donc je m'en réjouis. Alors, voilà. Mais vous voyez, je crois que c'est le général de Gaulle qui disait on ne peut être crédible que quand on est juste. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, mais être le plus possible et essayer d'être juste pour pas être être critiqué excessivement. Après, on sera toujours critiqué. Justement, les critiques excessives, c'est en fait... Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on fait un amalgame assez simple parce que c'est le débat que nous avons ici, je vous parlais tout à l'heure du ressenti, de la perception que nous avons vis-à-vis des politiques de l'extrême droite, c'est un amalgame simplificateur quand on dit que les partis de l'extrême droite sont des partis racistes? En tout cas, moi, j'ai jamais été d'extrême droite, je ne serai jamais. Et j'ai gagné au Conseil d'État. Vous avez soutenu une politique d'extrême droite? Non, pas du tout. Et j'ai gagné au Conseil d'État. Vous avez soutenu Marine Le Pen? Mais j'ai gagné au Conseil d'État, et le Conseil d'État m'a donné raison en disant que j'étais à une droite gaulliste. J'avais rien à voir avec l'extrême droite de ma vie. Et Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'évidemment ça les gêne, n'est pas d'extrême droite. Elle a été à la tête d'un parti. RN n'est pas un parti d'extrême droite. Le parti vient de l'extrême droite, mais elle n'est pas d'extrême droite, je le dis. Sinon, elle n'aurait pas, en France, 45% des voix. Non. C'est pas possible. Difficile de ne pas être extrême droite quand on a un patronyme qui s'appelle Le Pen, quand même. Mais elle n'est pas responsable de son père et elle a changé radicalement. Mais idéologiquement, c'est un parti d'extrême droite. Moi, en tout cas, je suis debout la France, je suis Dupont-Aignan, je ne suis pas Le Pen. Et je défends justement un patriotisme humaniste. C'est toute ma vie. J'ai commencé avec Philippe Séguin, je défends ce patriotisme humaniste. Vous savez, j'aurais préféré être au 2e tour. Ça aurait été plus facile pour moi. Et sait-on jamais, ça arrivera peut-être un jour. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais préféré que d'autres appellent à voter pour moi plutôt que moi de choisir, mais j'étais bien obligé, comme tous les Français, de choisir. Et ce que je sais, c'est qu'un patriotisme humaniste n'est pas d'extrême droite. Bon. Ça, j'en suis certain. Alors, dernier mot sur le développement en Afrique. Selon vous, il y a 2 urgences en Afrique. La première, c'est l'électrification du continent, mais aussi développer l'agriculture. Parmi les mesures d'ailleurs que vous préconisez dans votre programme, en tout cas pour l'Afrique, figure un plan Marshall visant à aider massivement les investigations agricoles dans les pays en développement. Oui, parce que par exemple, hier... un ministre que je ne citerai pas me disait que la moitié des récoltes peuvent parfois, dans certains produits, je ne sais plus lesquels, je crois que c'était les légumes, être gâchées faute de lieu de stockage. Mais c'est aberrant. Et l'investissement, l'utilité marginale, comme on dit, d'un investissement serait tellement extraordinaire. Donc vous comprenez bien que l'enjeu pour moi, c'est que l'aide serve à la production. On me parlait aussi qu'autour du fleuve Sénégal, il y a des milliers d'hectares qui sont irrigués, qui ne sont pas cultivés. Vous importez 1 200 000 tonnes de riz, vous voyez, j'ai appris, j'ai écouté. Vous avez bien révisé vos leçons. Alors que vous produisez 300 000, non, je ne récite pas des leçons. J'apprends et je me dis, mais c'est fou. Et j'ai qu'une envie, c'est de dire, les investissements, l'aide de la France ne doit pas aller à des gadgets. L'aide de la France, elle doit aller... C'est quoi des gadgets? Non, mais quand je dis des gadgets... pour qu'on comprenne, oui. Oui, je vois des aides, des aides dans des trucs, dispersés. Une dispersion de l'aide. Pour faire plaisir à ceci, cela. Non, pour moi, l'aide de la France doit être négociée avec les pays sur des investissements structurants qui feront gagner des années au Sénégal. Parce que, par exemple, investir dans des lieux de stockage qui permettent d'éviter que les récoltes
soit perdu. Ouais. Vous ne croyez pas que c'est l'essentiel? Tout à fait. La peine humaine qui est perdue. Voilà, j'ai pas la recette totale, bien sûr, mais en tout cas, j'ai l'esprit. Et je crois que je peux être utile modestement pour qu'il y ait un nouveau pont, très modestement, entre l'Afrique et la France, et que les jeunes Sénégalais n'écoutent pas obligatoirement ceux qui font commerce de l'anti-France pour en fait conquérir leur suffrage, et puis après, voilà. Parce qu'il y en a parmi ces... Parce que j'ai le sentiment que, comme partout, vous savez, en France aussi, des gens qui font du commerce de l'anti-France. Commerce démagogique, parce que c'est toujours facile de dire c'est la faute de l'autre. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs. Nous recevions le président de Debout la France, un parti politique français, député de l'Essonne, qui était donc notre invité ce soir dans Soir d'Info. La suite, restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.